L'histoire débute avec une horde d'ogres rouges qui attaque une ville. Les gens se figent, terrifiés, tandis qu'un dragon plane dans le ciel. Un homme chevauche ce dragon, prononce un sort, et des centaines de charmes en papier pleuvent. Chaque charme se colle à un ogre, et puis boum, une chaîne d'explosions sauvages les anéantit et fait même sauter une partie de la ville. Un ogre s'éloigne en titubant, et le dragon l'engloutit d'une seule bouchée. Ce cavalier, il est connu comme l'exorciste le plus puissant en vie. Il a tellement recherché le pouvoir que la cour impériale a commencé à le craindre. Ils se sont retournés contre lui, ont même envoyé son élève préféré, et l'ont trahi. La mort approchant, il regrette de ne pas avoir été plus prudent, lance un sort secret de réincarnation, et jure de vivre plus intelligemment la prochaine fois. On passe à une nouvelle vie, un garçon nommé Seika se tient dans un cercle magique lumineux. Son père le teste avec des pierres élémentaires pour mesurer son pouvoir, et rien ne s'illumine. 0 mana. Son frère Gray rit, le traitant d'inutile. Seika réalise que la magie de ce monde n'est pas comme les arts spirituels qu'il utilisait avant, mais même sans mana, il peut sentir une forte énergie spirituelle vibrer en lui. Le papier coûte cher, alors Seika ramasse des feuilles et fait preuve de créativité. Il en fabrique des shikigami, certains se transforment en minuscules souris, d'autres deviennent des corbeaux. Gray s'approche, ricanant, et lève la main comme s'il allait le frapper. Les corbeaux de feuilles plongent pour protéger Seika. Leur frère aîné Luft se précipite, chasse les oiseaux, remarque que Seika ne tient aucune arme, et bien que méfiant, traîne Gray pour qu'il soit soigné. La vie à la maison n'est pas facile. Seika est le fils d'une maîtresse, alors tout le monde le traite comme un citoyen de seconde zone. Personne ne lui prête vraiment attention. Il continue de travailler dur, fabrique son propre papier morceau par morceau et parvient finalement à créer un véritable talisman en papier. On frappe à sa porte. Une jeune servante, Yifa, lui rend son manteau. Gray l'avait jeté plus tôt. Gray fait irruption juste après, les nargue tous les deux, ordonne à Yifa de retourner au travail et se vante qu'il va fréquenter l'Académie impériale de magie. Leur père apparaît, dit au garçon de reprendre l'entraînement, et Seika demande s'il peut se joindre à eux. Dehors, Luft montre d'abord son talent. Une lame de vent tranche une énorme pierre de part en part. Gray passe ensuite et lance une boule de feu sur la cible. Se sentant suffisant, il dit à Seika d'essayer. Seika hésite. Il ne veut pas révéler ce qu'il peut vraiment faire. Mais peut être qu'une démonstration de force l'empêchera de le harceler. Il lève la baguette, fait appel à ses arts spirituels et tire une flamme bleue qui anéantit la cible instantanément. Pas de chant, pas de préparation. Tout le monde reste bouche bée. Gray balbutie quelque chose à propos d'un pouvoir résiduel dans la baguette, mais leur père, pour la première fois, admet que Seika a du talent. Pourtant, il refuse de laisser Seika étudier la magie, affirmant que personne sans mana n'arrive jamais à rien. Il assigne au moins un tuteur à Seika, ce qui signifie un accès au livre. Seika se plonge dans la lecture et jette même un œil aux leçons de Gray pour se tenir au courant. Le temps passe et Seika achève son travail sur les talismans. Dans sa vie passée, il soumettait des démons et les scellait dans un autre royaume pour les invoquer plus tard. Peut être que cela fonctionne encore ici. Pour un test, il appelle sa servante la plus obéissante, une porte s'ouvre et une jeune fille en sort. Seika ne la reconnaît pas au début, mais elle se jette sur lui, ravie de le revoir. C'est Yuki. Elle explique que son apparence est différente parce que son énergie spirituelle est maintenant plus faible qu'avant. Seika est soulagée que sa technique fonctionne. Yuki demande ce qu'elle doit faire, mais il dit que ce n'était qu'un test et qu'elle ne doit pas être vue. Elle se transforme en un minuscule loup, grommelant qu'elle en a marre de cette autre dimension, et insiste pour rester avec lui quand même. Le lendemain, Gray explose de colère contre Yifa pour lui avoir renversé de l'eau, puis son ton devient mielleux, il insinue qu'elle devrait se racheter auprès de lui avec ses charmes. Seika intervient, dit qu'il a besoin d'Yifa pour quelque chose et bloque le coup de poing de Gray comme si de rien n'était. Gray s'en va en trombe. Yifa remercie Seika et l'emmène discrètement dehors vers un lapin blessé. « Pouvons-nous le sauver ?» demande-t-elle. Seika arrache un poil à l'animal, utilise son talisman et le guérit. Yifa est stupéfaite et Seika remarque quelque chose en elle. Elle peut voir les esprits autour des êtres vivants. Nerveuse, Yifa admet qu'elle peut aussi voir les esprits élémentaires, mais ces esprits évitent activement Seika, ce qu'elle trouve étrange. Seika lui demande si elle peut les commander, elle se souvient avoir une fois crié sur des esprits du vent qui volaient son linge et il s'était retiré. Seika propose de lui apprendre. Yifa dit qu'elle n'a pas de mana, mais Seika lui donne un exercice. Il invoque une minuscule flamme d'âme et lui dit de la faire disparaître. Elle demande poliment à la flamme de partir, sans succès. Frustrée, elle s'énerve et lui ordonne de disparaître, et elle s'éteint. Elle n'est pas encore forte, mais Seika peut dire qu'elle deviendra une alliée sérieuse. À partir de ce moment, ils s'entraînent tous les deux en secret dès qu'ils le peuvent. Les mois passent, les saisons changent, ils persévèrent. Pour le 12e anniversaire de Seika, rien ne se passe. Pas de fête, pas même son père à la maison. Il essaie de ne pas y penser. Soudain, ses frères apparaissent avec des épées en bois. Gray continue de le rabaisser, disant que le seul avenir de Seika est l'armée, mais Luft explique qu'ils veulent en fait l'aider à apprendre les bases de l'épée.
Avant qu'il ne puisse faire grand chose, des servantes font irruption. Un monstre arrive et le père n'est pas là. Saika peut déjà le sentir, il approche. Dans la forêt, la tête d'un énorme triton ancien se fraye un chemin à travers les arbres. Gray panique et s'enfuit, Luft ordonne à tout le monde de se mettre en sécurité. Saika sprinte dehors et voit la bête se concentrer sur Yifa. Elle s'élance puis recule alors qu'une explosion de flammes la bloque. Yifa a réussi à commander un esprit du feu toute seule. Saika éloigne rapidement le monstre, aligne son tir et projette un poison spirituel directement sur son visage. Le triton ancien s'effondre, complètement neutralisé. Saika s'apprête à l'apprivoiser. Les spectateurs sont stupéfaits. Un seul coup pour mettre fin à une telle menace. Ils applaudissent et pour une fois, Saika se sent reconnu. Il se tourne, salue sa famille et pense « Peu, est-ce le début de la vie que je poursuis ?» Après l'incident du triton ancien, Saika a droit à une vraie célébration pour la première fois. Son père le félicite, disant que même des aventuriers chevronnés auraient eu du mal avec ce monstre. En récompense, le père lui offre un vœu. Saika demande à étudier la magie à l'Académie royale. Se souvenant que Saika a toujours appris seul sans relâche, le père accepte, mais prévient que le statut noble ne l'aidera pas pour le test. Saika doit réussir par ses seules compétences. Saika demande ensuite à emmener Yifa comme sa servante, afin que son don rare reste à proximité. Yifa panique, et le père dit immédiatement que c'est inutile car elle n'a pas de magie. Saika décide de prouver leur entraînement, il tend sa baguette à Yifa et lui dit de faire semblant de lancer une note de flamme tout en ordonnant en réalité autant de flammes spirituelles qu'elle le peut. Elle suit son indication et tire une puissante explosion. Gray reste bouche bée, de la magie intermédiaire, juste comme ça, et le père permet à Yifa d'y aller aussi. Gray explose de colère face à cette décision. Il soutient qu'envoyer deux frères sur la même voie académique rompt la tradition. Le père est d'accord sur la tradition mais se retourne contre Gray. Puisque Gray a passé des années à manier des épées au lieu d'améliorer sa magie, il rejoindra l'armée impériale au lieu de l'académie. Gray refuse d'accepter et défie Saika en duel pour décider qui obtiendra la place à l'académie. La mère essaie de les arrêter. Saika accepte quand même. Le père fixe le duel pour le lendemain matin. De retour dans la chambre de Saika, Yuki apparaît avec des commentaires piquants sur le drame. On frappe à leur porte, les interrompant. Luft arrive. Il souhaite à Saika un joyeux anniversaire en retard, lui tend un cadeau, un stylo en verre, et s'excuse d'avoir gardé ses distances. Il est fier, Saika a bien tourné, et lui demande d'être indulgent avec Gray pendant le duel. Il souhaite également bonne chance à Saika pour l'académie. Cette nuit-là, la fenêtre s'ouvre en grand. Gray fait irruption et exige qu'ils se battent maintenant. Il n'attendra pas les règles ni le lever du soleil. Il ricane que Saika a eu de la chance avec le monstre et n'a gagné que par hasard. Gray lance Note de flamme, enveloppant Saika de feu pour montrer qu'il peut aussi utiliser la magie intermédiaire. Cela ne fait rien. Il enchaîne avec lance de vent, stoppé net par la barrière de Saika. Saika sort un talisman en papier. Gray continue de lancer des attaques, aucune ne touche. Saika prononce un ordre. Ne bouge pas, et Gray se fiche sur place. Puis Saika froisse le talisman dans sa main, et Gray ressent la même douleur fulgurante remonter son bras. Secoué et confus par cette puissance, quelle qu'elle soit, Gray finit par se rendre et s'évanouit. Yuki demande si laisser Gray voir autant et s'en aller est intelligent. Saika dit qu'il a promis à Luft d'y aller doucement. Gray l'a traité de chanceux, mais la vérité est que tout était préparé des mois à l'avance. 6 mois plus tôt, Saika avait invoqué un cyclope imposant nommé Nyudu. Malgré son apparence effrayante, Nyudu était ravi de le servir à nouveau, Yuki se vante toujours d'avoir été invoqué en premier. Après avoir étudié les monstres locaux, Saika a ordonné à Nyudu de faire descendre le triton ancien de la montagne, chronométrant tout pour que Saika puisse être là au bon moment. Yuki se demande pourquoi il n'étale pas simplement sa vraie force. Saika lui rappelle que les stratèges rusés, comme elle les appelle, l'ont tué dans sa vie passée. Il ne répétera pas cette erreur. Peu après, Saika et Yifa se préparant à partir, Luft transmet le message de leur père. Saika doit étudier sérieusement et Yifa doit veiller sur lui. Sur la route, Saika offre un collier à Yifa. Elle s'illumine quand il explique, ce sont des pierres de mana pour l'aider à attirer les esprits élémentaires. Ils sont enthousiastes pour le voyage jusqu'à ce que Saika devienne vers de mal des transports. Apparemment, les carrosses le rendaient malade même dans sa vie antérieure. Il se calme finalement alors que la cité de l'académie apparaît un lieu fortifié dédié à la maîtrise de la magie. De retour à la maison, le père pense que Saika doit être sur le point d'arriver. Son esprit dérive vers 12 ans plus tôt, quand une femme a laissé un bébé à sa porte et a disparu. Cet enfant était Saika, en fait le fils du frère du père, Gilbert. Gilbert a obtenu son diplôme de l'académie, est devenu aventurier et a disparu après être entré dans les terres infernales. Les cheveux et les yeux noirs de Saika sont rares dans ce pays et il a commencé à utiliser la magie à seulement 1 an. Cela a effrayé Luft et rendu Gray rancunier après que Saika ait été jugé plus tard sans mana. Le père a toujours senti quelque chose d'inhabituel chez Saika, quelque chose qui pourrait façonner un héros ou un tyran. Il se sent coupable d'envoyer Gray à l'armée, mais il considère qu'il est trop risqué d'y mettre Saika. L'académie espère T-Hill guidera Saika sur la bonne voie. Au dortoir, Saika et Yifa vérifient leur chambre.
Ifa est surprise, il a en fait une faiblesse, et plaisante en disant qu'elle restera avec lui puisqu'il est son maître. Saika interprète mal cela comme un partage de dîner et dit qu'il a perdu l'appétit à cause du voyage. Déçu mais attentionné, Ifa va chercher de la nourriture. Yuki apparaît et gémit que Seika est désespérant avec les filles. Elle déclare sans détour qu'Ifa est amoureuse et s'appuie même sur son statut d'esclave pour rester proche. Ils errent dans la ville plus tard et Seika sent une étrange énergie dans l'air, mais il continue et se dirige vers l'inscription. Quand il mentionne qu'il vient d'une maison noble, les gens commencent à chuchoter. Yifa se présente comme son esclave, choquant tout le monde. Un appareil magique vérifie le mana. Yifa montre une affinité avec le vent et le feu. Seika pose sa main et rien ne se passe. Il leur dit calmement qu'il n'a pas de mana. L'examinateur dit qu'il peut quand même s'inscrire. Les étudiants marmonnent qu'il entrera grâce à son nom de famille seulement. Agacé, Ifa laisse accidentellement échapper un peu de flamme. Les chuchotements cessent quand une fille confiante passe. Seika remarque quelque chose d'inhabituel chez elle. Elle se présente comme Amu et pose sa main sur l'appareil. Il éclate d'un blanc aveuglant, forte affinité avec les 4 éléments. La pièce la fixe, Seika la remercie d'avoir fait taire les commérages. Elle répond qu'elle ne l'aidait pas du tout, et ajoute qu'un gamin sans mana n'a rien à faire ici, il ne fera que gêner. Seika cependant reconnaît son aura. C'est sa précieuse disciple de l'autre monde, un visage différent, une âme. Pendant l'épreuve pratique, l'examinateur explique la configuration. Plusieurs cibles, une pour chaque élément, votre score et le nombre total de cibles que vous touchez. Les étudiants chantent et tirent. Seika n'est pas impressionnée. C'est le tour d'Ifa. Elle lance note de flamme sans incantation, générant un brasier massif qui brûle même une cible résistante aux flammes. Des allaitements tout autour, magie intermédiaire, sans incantation. Elle passe à lance de vente et anéantit la cible suivante, puis s'excuse pour le désordre. Elle s'inquiète toujours de réussir, mais Seika, voyant le chemin parcouru, a les larmes aux yeux. Seika s'avance ensuite, les gens chuchotent à nouveau sur son absence de mana, il tire une flamme bleue et les fait taire. Pour l'épreuve de la terre, il s'appuie sur sa connaissance des arts spirituels et convertit la cible de granit en cristal, la brisant. L'examinateur panique, incertain de quel sort pourrait même faire cela. Seika ne s'arrête pas, il utilise un talisman pour la partie aquatique, déploie des arts gelés, produit de l'eau et la transforme en glacier sur le champ. La foule est stupéfaite, Seika se demande s'il n'en a pas fait un peu trop. Ensuite, le personnel compare ses notes avec incrédulité. Ifa a été mesuré faible, Seika n'aurait soi-disant pas de mana, pourtant tous deux ont performé ainsi. Il liste les meilleurs, et Amu est en tête, elle a complètement anéanti les 6 cibles. Un examinateur suggère même qu'elle pourrait être la héroïne prophétisée qui apparaît lorsque le roi démon revient. Quelques jours plus tard, les résultats de l'examen sont affichés. Yifa est nerveuse, elle pense avoir tout raté, Seika parcourt le tableau et il est 3e. Il est confus, qu'il a surpassé jusqu'à ce qu'il voie Yifa en 2e position, ce qui le stupéfie absolument. Tout en haut se trouve Amu et Yifa ne peut s'empêcher de l'admirer. Bientôt, leur lettre d'acceptation arrive. Ils se dirigent vers l'académie pour la cérémonie de bienvenue. Yifa s'inquiète, ils seront séparés puisque les dortoirs sont distincts, mais Seika lui dit que tout ira bien. Il ressent soudain un étrange frisson et demande si elle peut voir des esprits. Yifa dit qu'il y a beaucoup d'esprits sombres qui flottent autour. Ils suivent cette sensation et trouvent un cercle magique massif. Cela semble suspect, mais comme cela pourrait appartenir à l'école, il recule. Néanmoins, Seika laisse discrètement quelques talismans derrière lui, juste au cas où. À l'intérieur de la salle, il y a un immense banquet. Seika ne peut résister à l'envie de prendre des collations. Amu s'avance en tant que représentante des étudiants pour prononcer le discours d'ouverture. Pendant qu'elle parle, Seika sent le cercle magique s'animer. Quelque chose arrive, les portes explosent vers l'intérieur et des démons inférieurs affluent. Les étudiants crient et s'enfuient en quête de sécurité. Seika observe leur sort désordonné, la plupart sont faibles et imprécis. Un démon se rapproche de la foule, et Seika se prépare, mais Amu surgit, tranche le démon, puis le foudroie avec une lance de vent, combattant de front. Seika, pendant ce temps, utilise ses talismans placés pour scanner les lieux et repère le lanceur de sorts près du cercle. Il dit à Ifa de rester en sécurité et s'éclipse, ne laissant qu'un talisman derrière lui. Dans la forêt, il rencontre l'invocateur, un démon en armure métallique qui se moque de lui d'être venu seul. D'autres démons inférieurs se précipitent sur Seika. Il en aplatit 2 instantanément et piège le 3e. Impressionné, le chef se présente comme Ganis, le démon de métal. Seika attaque avec des talismans invisibles, mais Ganis les déchiquette, voyant d'une manière ou d'une autre ce qui devrait être invisible. Seika en lance d'autres, Ganis bloque à nouveau, le démon tire une lame, Seika esquive puis la lame réapparaît de nulle part, des armes téléportées. Ganis alterne les attaques, lançant du feu, clignotant derrière Seika et le lacérant. Seika perd même un bras dans la précipitation. Se souvenant comment les démons ont fouillé la salle, Seika demande ce qu'il cherche, Ganis dit qu'il chasse le héros. Seika appelle ça un mythe. Ganis n'est pas d'accord, la paix a fait oublier les gens, mais un oracle est venu il y a 12 ans. Il croit qu'Amu est ce héros.
Il enfonce d'autres lames à travers Seika et l'achève, seulement pour que Seika se relève sans problème. Ganis est secoué. Il poignarde Seika à la tête. Seika hausse les épaules disant qu'il peut ressusciter. Ganis jure de le tuer et d'arrêter l'héroïne avant qu'elle ne se révèle. Seika répond que Ganis ne comprend pas ce que signifie vraiment être le plus fort. Seika esquive une nouvelle volée et inonde la zone d'eau, créant un tourbillon. Ganis se téléporte. Il réapparaît juste au moment où Seika ouvre une porte et appelle une bête de foudre qui frappe le démon avec des éclairs. La fumée se dissipe, pas de corps. Une lame frappe Seika par derrière, puis Seika révèle qu'il a en fait piégé Ganis, déclenchant une explosion massive. Le démon est toujours vivant, il se renforce et se moque en disant que Seika doit manquer de talisman. Seika se contente de sourire, il en a stocké pendant des années. Il est temps d'en finir. Seika ouvre une porte plus profonde et invoque l'un de ses meilleurs familiers, le serpent dragon. Ganis est horrifié, il affirme que même le roi démon n'aurait pas de dragon sous ses ordres. Le serpent s'élance et l'écrase en une seule morsure. Quand Seika essaie de le renvoyer, la bête devient sauvage et tente de s'enfuir. Il lance des talismans à travers les arbres, le rassemble, et le force à retourner dans sa porte. La rébellion l'inquiète, l'état plus faible de ce corps doit affecter son contrôle. Yuki apparaît et demande si brûler autant de talismans de corps double en valait la peine. Seika dit que oui, il avait besoin de cartographier les schémas d'attaque de Ganis sans mourir réellement. Seika retourne dans la salle, Yifa se précipite, anxieuse. Elle explique qu'Amu a seul abattu les 3 démons inférieurs à l'intérieur. Les étudiants fixent Amu avec admiration et peur. En voyant ses regards, Seika reconnaît cette ambiance de sa vie passée. Si les choses continuent ainsi, elle sera isolée, tout comme lui l'a été. Il décide qu'il l'aidera Amu à devenir la plus forte, afin de pouvoir enfin se détendre et profiter d'une vie plus tranquille. Un mois passe. L'académie se calme après l'incident démoniaque. Seika essaie d'être amicale avec Amu, elle reste froide et l'ignore. En chemin vers la classe avec Yifa, une nacelle au-dessus d'eux bascule et se renverse. Seika les téléporte sur le côté. Le professeur Cordel s'excuse disant que c'est un mélange spécial de sang de monstres et de minéraux pour sa recherche. Il a essayé de le déplacer avec de la magie et a tout gâché. Il s'excuse et s'éloigne en traînant les pieds. Lors de la prochaine conférence, leur professeur annonce le rituel de l'anniversaire de la fondation. Les 2 meilleurs étudiants, Amu et Yifa, doivent porter la nouvelle liste d'étudiants à un temple dans la forêt pour une bénédiction. Seika fronce les sourcils, cette forêt est l'endroit où il a combattu le démon. Il demande ce qui se passe si un étudiant refuse. Le professeur dit que le suivant en rang prend la place. Seika dit immédiatement à Yifa de refuser. La classe halète. Il explique qu'une cérémonie aussi importante ne devrait pas être gérée par une esclave. Après le cours, il s'excuse auprès d'Yifa et elle réalise qu'il détournait l'attention d'Amu qui avait commencé à susciter du ressentiment après le combat contre le démon. Elle le taquine, lui demandant si Amu est son genre. Seika dit qu'il veut juste être son amie, elle est la plus forte, et que la vie est solitaire. Il dit à Yifa d'imaginer être si puissante que tout le monde vous loue et vous craint. C'est là qu'Amu se dirige. Quelques jours plus tard, Seika prend la liste et part avec Amu vers la forêt. Amu le regarde supposant qu'il essaie de flirter même s'il a déjà Yifa. Seika dit « Elle se trompe, il n'y a rien de romantique ». Amu se prend la tête, une douleur aiguë, et Seika repère un cercle magique caché. Il s'active, les transportant dans un donjon, 3 hommes lézards se précipitent sur eux, Amu sprinte en avant et les anéantit d'une seule boule de feu. Un ogre apparaît derrière elle, Seika fait jaillir un pilier en bois du sol et lui écrase le crâne. Amu qualifie son sort d'étrange, Seika écarte cela comme une technique spéciale de noble. Il s'enfonce plus profondément. Seika éclaire les tunnels avec des talismans et commence à les coller le long du plafond au fur et à mesure. Yuki jette un œil, confuse par le chemin de miettes. Seika explique qu'il laisse des marqueurs afin que ses Shikigami à la surface puissent suivre le chemin et les guider hors de là quand l'occasion se présentera. Soudain, Yuki remarque d'autres monstres arriver. Amu charge à nouveau mais sa tête commence à marteler et elle est assommée. Seika se précipite. Il transperce un groupe de monstres avec des pieux en bois, mais il y en a trop. Puisqu'Amu est à terre, il invoque une scolopendre géante et elle anéantit le reste. Amu se réveille et est choqué que tout soit mort. Sa tête lui fait à nouveau mal mais la douleur s'apaise quand Seika lève une barrière. Il dit que sa barrière peut bloquer les malédictions et demande quand ses maux de tête ont commencé. Elle dit qu'ils ont débuté après son inscription à l'académie, elle ne pense pas que ce soit une malédiction, car elle n'a vu aucune marque. Seika lui explique qu'il y a des endroits qu'elle ne peut pas facilement vérifier, ce qui l'inquiète beaucoup. Elle le laisse inspecter pour des signes, mais il ne trouve absolument aucune marque. Il dit que la malédiction pourrait être cachée d'une autre manière. Puisque la barrière arrête l'effet, ils peuvent supposer qu'elle est maudite. Amu demande si elle doit rester dans la barrière pour toujours. Utilisant une mèche de ses cheveux, Seika crée un substitut pour elle, afin qu'elle n'ait pas besoin de supporter la barrière en permanence. Ils discutent et apprennent à se connaître mutuellement. Amu le taquine à propos d'Ifa, affirmant qu'Ifa est amoureuse de lui.
Seika répond qu'Ifa est comme sa famille. Amu rit, car il est rare qu'un noble considère son esclave comme un membre de sa famille. Seika explique qu'il a toujours été traité comme un étranger, et Ifa était la seule personne à le traiter normalement. Amu commence à parler de sa propre famille, mais c'est un sujet délicat, alors Seika change de sujet et lui demande ce qu'elle aime faire. Elle dit qu'elle adore se battre, ça a toujours été le cas. Ses parents trouvaient cela étrange car la plupart des gens détestent être blessés. Elle a même rejoint un groupe qui a été anéanti, mais elle voulait toujours plus de combats, encore et encore. Tout le monde disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Elle est venue à l'académie pour devenir plus forte, espérant que si elle devenait la plus puissante, les combats deviendraient ennuyeux et qu'elle pourrait se sentir normale. Mais après la bataille contre le démon, elle s'est trop amusée. Alors elle pense qu'elle est brisée, irréparable. Seika lui dit qu'elle n'est pas bizarre. Coffre. Ils trouvent le chemin et atteignent la salle du boss. Un énorme monstre ressemblant à un naga apparaît et crache de l'acide sur Seika. Amu le distrait avec une lance de vent. Seika invoque une lance métallique et l'immobilise. Amu tire, ce qui déclenche une explosion en chaîne. Elle fonce et poignarde sa tête, l'achevant définitivement. Après le combat, ils sont surexcités, ils ont vraiment vaincu un boss de donjon. Dans la salle au trésor, ils trouvent une épée en mithril que Seika donne à Amu et un anneau magique qu'il garde pour lui. Ils s'échappent et font leur rapport à leur professeur. Elle ne savait même pas qu'il y avait un donjon sous le temple. Le cercle magique a disparu, donc ils ne peuvent pas retrouver le coupable. Seika rend ensuite visite au professeur Cordel. Après l'attaque du démon et le piège du donjon, Seika a décidé qu'il devait y avoir un complice à l'intérieur. Cordel est surpris pensant avoir effacé toutes les preuves. Seika lui dit d'arrêter de faire semblant. Cordel n'est pas un démon, il est humain, mais il travaille pour des démons. Seika examine le rituel et le qualifie d'ingénieux, de très astucieux. Cordel se vante, c'est une malédiction utilisant la magie de lumière qui tue les cibles à distance tout en ressemblant à une maladie. Il se targue de l'utiliser sur Amu. Seika lui fait remarquer qu'il la protège déjà, et ce depuis longtemps. La malédiction cible ceux qui sont couverts de sang de démons. Amu a tué les démons, elle a donc été éclaboussée. Seika invoque le démon qu'il a capturé plus tôt et se couvre de son sang, faisant de lui la cible principale. Ensuite, il utilise une contre-malédiction de sa vie passée pour la renvoyer. Cordel commence à saigner et s'effondre sous sa propre malédiction. Seika est impressionné que Cordel ait créé une malédiction de toutes pièces dans ce monde, mais les malédictions sont la spécialité de Seika, son domaine d'expertise. Plus tard, Yuki lui demande comment il savait que Cordel était le traître. Seika répond que son Shikigami a trouvé du pollen sur les vêtements de Cordel, provenant de fleurs qui ne poussent que près du cercle magique. Cela étant résolu, Seika espère vivre comme un étudiant normal, sans plus d'ennuis. Il donne à Ifa l'anneau magique pour l'aider à attirer les esprits élémentaires. Il essaie d'être amical avec Amu, mais elle agit toujours froidement envers lui, bien qu'elle soit étrangement plus chaleureuse avec Ifa, ce qui le déroute complètement. Une année s'écoule. La vie est paisible. Lors d'un autre festin scolaire, Amu remercie Ifa de l'avoir aidé à étudier toute l'année et dit qu'elle est heureuse qu'il puisse enfin profiter de la nourriture, puisque les démons ont gâché le précédent. Seika surveille discrètement le campus avec ses talismans, juste au cas où. Puis le vice-directeur apparaît et dit que la directrice veut voir Seika et Ifa. Amu plaisante en disant qu'il va être expulsé, mais Seika sent que c'est quelque chose de différent, de plus important. Ils entrent dans le bureau et rencontrent une petite femme naine, la directrice. Elle s'attendait à ce que Seika soit plus arrogant. Seika est surpris. Une demi-humaine dirige l'académie. La directrice note son commentaire et se souvient de quelqu'un. Seika se demande si elle connaissait son père, mais elle pense à son oncle, qui était en fait le véritable père de Seika. Elle en vient au fait, elle veut que Seika participe au tournoi d'escrime de la capitale. Elle appelle une autre étudiante, Mabel, et explique que l'académie a 2 places, une pour Mabel, l'autre pour Seika ou Ifa. Amu est choquée, elle n'a pas été choisie. Elle demande pourquoi il participe à un événement d'épée. Ifa explique que les règles autorisent désormais la magie. Amu n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'ait pas été sélectionnée, car elle est douée à la fois avec l'épée et les sorts. La directrice dit qu'elle sent simplement que Seika est le bon choix. Seika suggère que l'école ne veut pas envoyer quelqu'un de trop fort, de peur que d'autres académies ne les débauchent. Amu demande alors pourquoi Seika a été choisie si c'est le cas, si telle est la raison. Seika se qualifie de moyen. Amu n'y croit manifestement pas. Ils discutent de Mabel. Amu devine. Mabel est une noble qui est entrée grâce à ses relations. Mabel apparaît soudainement et dit que la vraie raison pour laquelle Amu n'a pas été choisie est qu'elle est trop faible, tout simplement. Amu s'enflamme, emprunte des épées d'entraînement et la défie. Alors qu'elle se prépare, Seika peut dire que Mabel est très confiante avec la lame. Ifa se demande s'il devrait arrêter cela, mais Seika veut voir à quel point Mabel est douée, vraiment. Le duel commence, Amu se précipite. Mabel bloque, contre-attaque immédiatement et la submerge en un instant. Le combat est terminé. Mabel sourit et appelle Amu l'héroïne. Amu rétorque que Mabel a utilisé la magie, ce qui n'est pas juste. Mabel dit qu'Amu est faible parce qu'elle s'attend toujours à des secondes chances. Elle avertit ensuite Seika de se retirer s'il ne veut pas être blessé, car le tournoi sera brutal, sans pitié. Seika la remercie pour l'avertissement. Ifa prend des nouvelles d'Amu qui semble soudainement avoir pris sa décision. Ils partent en calèche pour la capitale. Seika est confus de savoir pourquoi Ifa et Amu sont venus avec eux. Ifa dit qu'elle est là en tant que sa servante personnelle.
Amu prétend qu'elle a toujours voulu voir la capitale, mais Seika peut dire qu'elle veut vraiment regarder le tournoi et étudier Mabel. Quand il lui demande où elle va loger, Amu dit qu'elle va s'installer chez Zifa, sans problème. Le trajet rend Seika malade en voiture. Mabel le traite de faible. Amu lui dit de respecter ses aînés, mais Mabel répond qu'elle a en fait le même âge qu'eux. Elle s'est juste inscrite 1 an plus tard. Ifa a également rejoint tardivement, donc elle est techniquement 1 an plus âgée. Amu plaisante en disant que cela explique pourquoi elle est plus développée. Mabel se plaint que tout le monde à l'académie agit comme des enfants, y compris Seika. Il lui fait simplement remarquer « Nous sommes des enfants ». Ils atteignent enfin la capitale, et Seika est toujours nausée, un peu mal à l'aise. Mabel disparaît en premier. Ifa suggère à Seika d'aller se reposer, mais il insiste pour vérifier le tableau des matchs. Si les deux continuent de gagner, il affrontera Mabel en demi-finale. Après cela, il se dirige vers l'auberge pour la nuit. Ifa propose de l'accompagner, il lui dit d'explorer la ville. Amu plaisante en disant qu'il a besoin d'un moment spécial seul. Il lui dit de ne pas être bizarre. Une fois qu'elles sont parties, Seika se concentre sur la raison pour laquelle la directrice l'a poussée à participer à ce tournoi, à tout prix. Le jour du tournoi arrive. L'annonceur explique la nouvelle règle. La magie est autorisée et environ la moitié des combattants sont des mages. Chaque concurrent porte une amulette absorbant les dégâts. Quand elle se brise, le combat se termine immédiatement. Seika suppose que c'est pour éviter les pertes. Le premier match de Seika est contre un ancien noble déchu, un mercenaire surnommé Bulldog Vitesse Divine, un pur épéiste célèbre pour sa rapidité et sa rancune envers les nobles. La foule s'enthousiasme pour le mage contre l'épéiste, Bulldog se moque des mages pour leur lenteur à lancer des sorts. Seika, toujours malade, dit qu'il va en finir rapidement. Bulldog se jette et le poignarde immédiatement, puis Seika apparaît derrière lui avec un pas de talisman et le projette hors du ring en un seul coup, sans effort. Match terminé. Les filles applaudissent, la foule n'arrive pas à comprendre comment cela s'est terminé si vite. Seika pense qu'il devrait se retenir un peu plus. Seul Yuki apparaît et lui demande jusqu'où il compte aller. Quel est son objectif ? Elle l'avertit de ne pas trop se faire remarquer et de surveiller son utilisation des talismans. Il dit que c'est nécessaire pendant qu'il garde un œil sur Ifa et Amu. De retour dans les gradins, le prochain combat commence. Burn, le meilleur disciple d'un célèbre sage de la magie de l'eau, contre Kyle, un garde des marchands de Le Groc. Kyle se contente de fixer. Burn semble soudainement terrifié et se fige. Kyle s'approche et le poignarde, du sang partout. La foule acclame le choc, mais Seika, Ifa et Amu sont dégoûtés, profondément choqués. Seika regarde de plus près et réalise que Kyle a un œil maléfique, il peut jeter des sorts aux gens d'un simple regard. Le deuxième tour de Seika est contre un golem massif couvert d'anti-magie. Son dresseur dit qu'il devrait abandonner le combat. La cloche sonne. Seika invoque discrètement un démon. L'instant d'après, il découpe le golem en un seul coup, puis disparaît. Pour les spectateurs, cela ressemble à de la magie du vent. Victoire. Plus tard, il dit à Yuki « C'était risqué, les invocateurs sont interdits, et si quelqu'un l'avait remarqué, il aurait été disqualifié sur le champ. » De retour à leur place, Ifa le supplie de se retirer après le meurtre de Kyle. Seika dit qu'il ira bien. Amu se plaint. Ces combats se terminent trop vite et ne sont pas amusants à regarder. Elle demande s'il rejoindra la garde impériale s'il gagne, par hasard. Il dit qu'il refusera. Amu a l'air soulagé, essayant de ne pas le montrer. Seika ajoute qu'il n'est pas garanti de gagner. Amu ne peut pas l'imaginer perdre, tandis que Ifa s'inquiète toujours. Le prochain combat est Mabel contre Haro, un mage de terre très habile. Haro lance des éclats de roche, Mabel les découpe. Il continue de tirer, elle arrête tout. Il recule, chante une magie avancée et élève des murs de pierre. Les couteaux de Mabel brisent les murs encore et encore, sans relâche. Seika devine qu'elle utilise la magie de la gravité pour rendre ses lames plus lourdes que la pierre. Haro tente une contre-attaque, mais Mabel fonce et brise son bâton. Il se rend. L'annonceur la surnomme l'héroïne imparable, la championne. Seika demande « Pourquoi héroïne ?» Amu explique que Mabel est le nom de la deuxième héroïne de la légende et qu'elle utilise même la même arme. L'expression de Seika indique qu'il a compris quelque chose d'important. Cette nuit-là, un homme louche envoie un pigeon voyageur. Seika l'intercepte et l'accuse de travailler pour les démons. L'homme fait l'idiot puis se jette sur lui. Seika le retient avec de la magie de vigne. Il dit qu'un Shikigami a vu l'homme rencontrer un informateur, un marchand de renseignements. Il refuse de parler. Seika invoque Satori. Un seul regard et Satori permet à Seika de lire dans ses pensées. Il est avec les démons et il chasse le héros. Lequel ? Demande Seika. Mabel, bien sûr. Satori tire de ses pensées. Elle correspond à la description de leur espion. Depuis que Seika a éliminé Cordel, ils ne peuvent plus confirmer, mais ils la ciblent toujours. Seika dessert les vignes, puis dit à Satori qu'il peut manger l'homme sans problème. L'espion est horrifié et se fait dévorer. Satori dit qu'il était trop dangereux de le laisser partir. Il admet également avoir jeté un coup d'œil aux pensées de Seika, alors Seika le prévient et ouvre une porte pour le renvoyer, le faire disparaître. Yuki revient. Seika s'excuse pour la frayeur. Il appelle un corbeau et attrape la note du pigeon, mais elle est cryptée. Il regrette de ne pas avoir gardé le type en vie pour la décoder. Il reconstitue le plan de l'académie. Pousser Mabel comme héroïne leurre pour attirer les attaques des démons, afin que la vraie cible, Amu, reste en sécurité, protégée. Yuki demande qui est vraiment Mabel. Seika pense que Mabel est un faux nom, mais il ne se soucie pas de creuser plus loin. Tant qu'elle protège Amu, c'est suffisant pour lui.
Le lendemain, à l'arène, Kyle gagne à nouveau, exactement de la même manière. Un regard avec son œil maléfique, puis une finition nette et précise. Un garçon nommé Rinas, qui peut utiliser les 4 éléments, avance également. Seika croise Rinas, et Rinas dit qu'il le verra en finale. Les gens n'arrêtent pas de parler du rare talent de Rinas avec les 4 éléments, et son prochain adversaire s'est déjà retiré sans combattre. Le 3e tour de Seika est contre un nécromancien. Seika en finit facilement, et Mabel gagne également sans problème. Après son match, Mabel accuse Seika et lui dit de se retirer avant leur demi-finale, pour son propre bien. Seika refuse, elle admet qu'il est fort et l'avertit qu'elle devra tout donner et qu'elle ne veut pas le tuer accidentellement. Il ne reculera toujours pas. Il y a une annonce, le prochain adversaire de Kyle se retire, alors ils avancent la demi-finale de Rinas contre Kyle plus tôt que prévu. Quand le combat commence, Rinas se buffe avec de la magie de lumière pour contrer l'œil maléfique. Amu est stupéfaite. En plus des 4 éléments, il peut aussi utiliser la lumière. Rinas sourit, se sentant en sécurité derrière son buff, et commence à provoquer, mais Kyle continue d'avancer, sans s'arrêter. Rinas lance une boule de feu, sans effet. Il passe par tous les éléments. Pourtant Kyle ne bronche pas, et continue simplement d'avancer. Seika devine que Kyle utilise la magie de la gravité, tout comme Mabel, exactement. Rinas désespère et invoque des troupes de golems pour le bloquer. Kyle répond avec de la magie de l'ombre et anéantit tous les golems instantanément. Rinas charge, mais Kyle le lie avec son ombre. Alors que Kyle s'apprête à en finir, les arbitres arrêtent le match et déclarent Kyle vainqueur, l'envoyant en finale sans plus attendre. Cette nuit-là, Seika pense déjà à retourner à l'académie après les finales. Yuki lui rappelle qu'il ne devrait pas gagner, qu'il doit rester discret. Alors que Seika essaie de dormir, Yuki prend sa forme humaine et plaisante en disant qu'elle va dormir à côté de lui, tout simplement. Il dit qu'ils font ça tout le temps, mais elle répond que ça fait des lustres qu'elle n'a pas utilisé cette forme. Seika sent soudainement quelque chose. Grâce à son Shikigami, il remarque Mabel sur le toit. Il plonge sur Yuki pour la protéger et une explosion secoue la pièce, violemment. Mabel fait son entrée, Seika se prépare. Mabel lance des couteaux et le projette par la fenêtre, mais il se retourne pour prendre ses distances. Il essaie de la lier avec de la magie de vigne et elle la part sans difficulté. Elle se précipite à nouveau. Seika s'échappe avec un talisman de double corporel, il la retient et essaie de parler. Elle trouve étrange qu'il veuille discuter juste après qu'elle ait attaqué, mais Seika dit qu'il sait qu'elle ne visait pas à tuer. Pas vraiment. Mabel admet qu'elle voulait seulement lui casser quelques os pour qu'il soit forcé d'abandonner. Elle a besoin des finales et lui demande à nouveau de se retirer. Seika dit qu'il sait qu'elle agit comme substitut d'Amu, une fausse héroïne pour attirer l'attention du diable, le détourner. Mabel dit qu'il est proche mais qu'il se trompe, sa mission n'est pas de gagner. Sa mission est d'être tué par Kyle afin que les démons pensent que le héros est mort. Elle révèle qu'elle et Kyle ont tous deux été entraînés par les marchands de Legroc depuis leur plus jeune âge. Les marchands prennent des enfants esclaves talentueux, les entraînent comme soldats et leur font subir des tests cruels. À la fin, ils ouvrent le crâne et gravent de la magie dans le cerveau, supprimant la peur et le doute, rendant la personne entièrement obéissante, sans volonté propre. Les enfants s'entraînent par groupe de 4, se poussant mutuellement, puis l'un est choisi pour l'opération et reçoit l'ordre de tuer les 3 autres pour devenir un vrai soldat. Mabel dit qu'elle était jetable, alors ils l'ont utilisée dans ce plan pour tromper les démons, les manipuler. Elle est aussi la dernière personne que Kyle doit tuer. Mabel ajoute qu'elle veut en fait atteindre les finales afin de pouvoir tuer Kyle elle-même. Elle dit que Kyle a tué son frère, et elle veut se venger, à tout prix. Seika l'étudie et devine que Kyle est en fait son frère. Il remarque ses cheveux teints et ses yeux assortis. Mabel admet qu'avant l'opération, son frère lui a dit « S'il change, mets-le au repos, libère-le ». La personne que Kyle est maintenant tuerait sans raison, ce n'est pas son frère. Alors elle prévoit d'honorer sa demande. Seika demande si elle peut vraiment le battre. Mabel dit qu'elle essaiera quoi qu'il arrive, car même si elle échoue, les marchands se débarrasseront d'elle de toute façon, sans hésitation. Après avoir entendu tout cela, Seika décide qu'il sera celui qui atteindra les finales et vaincra Kyle. Mabel est choquée. Seika dit qu'elle n'a pas besoin d'être celle qui le fera, elle répond qu'il est trop tard, qu'ils vivent dans des mondes différents, et qu'il ne comprend pas la situation. Seika lui dit qu'elle peut simplement revenir à l'académie. Elle répond que les marchands ne le permettraient jamais. Seika promet qu'il peut la protéger. Mabel ne le croit pas. Seika dit calmement qu'il est le plus fort qui soit, le plus puissant de tous. Si son frère avait une dernière requête, il voudrait aussi que sa sœur vive libre. Mabel le remercie, mais jure qu'elle donnera tout pour gagner quand ils se battront. Le jour de la demi-finale, Mabel arrive avec une hache de guerre géante et dit qu'elle a fini de faire semblant d'être l'héroïne, de jouer un rôle. Seika est excitée de voir sa véritable puissance. Elle le traite de gamin noble et dit qu'il n'a aucune chance. La cloche sonne. Mabel fonce en avant, traversant les débris pour mettre la pression sur Seika, l'assaillir. Il esquive en utilisant des talismans. Il note sa vitesse et suppose qu'elle allège la hache avec de la magie de gravité. Il lance des projectiles de pierre, elle les repousse d'un revers de main. Elle lance des dagues chargées de gravité, Seika les bloque proprement, sans difficulté. Il contre-attaque avec des vignes, Mabel se libère. Puis sa hache s'alourdit, Seika dit qu'il l'a rendue 1000 fois plus lourde. Il lance à nouveau des vignes, cette fois infusées de mercure, donc elles sont bien plus fortes, et s'empare de la hache, la saisit fermement.
Mabel dit qu'il ne la soulèvera jamais, alors il agite un talisman, l'allège et la brandit juste devant elle. Les arbitres arrêtent le match. Seika gagne. Il dit à Mabel de lui laisser Kyle, de ne pas s'en soucier. Seika et Kyle prennent leur marque. Seika s'excuse d'avoir gâché leur plan. Kyle dit que ce n'est pas grave, il tuera Mabel plus tard. Seika essaie de le raisonner. Kyle lui dit de ne pas s'en mêler, de le laisser tranquille. Le combat commence. Avant que Kyle ne puisse activer l'œil maléfique, Seika inonde le terrain d'une brume rouge. Seika attaque avec des flammes, mais la magie de gravité de Kyle l'annule. Seika passe aux vignes de mercure pour le lier, l'immobiliser. Kyle se libère en utilisant la magie de l'ombre. Kyle se rapproche, alors Seika ouvre une porte et invoque un Minotaure. Les tours d'ombre de Kyle n'affectent pas la bête, le Minotaure le projette au loin, avec force. Seika dit que si Kyle pouvait ressentir la peur, il ne se battrait pas si imprudemment. Seika prévoit de l'épargner, mais soudain une malédiction le frappe. Seika lève une barrière et les marques s'estompent, mais il est déjà blessé et tousse du sang abondamment. Kyle l'attrape et lui murmure un dernier message pour Mabel. Seika, furieux d'avoir perdu face à une malédiction, refuse que cela se termine ainsi. Il commence une technique de réanimation pour ramener Kyle et Yuki paniquent, le suppliant d'arrêter car cela attirerait une énorme attention et risquerait de répéter le destin de sa vie passée, son triste sort. Seika serre la mâchoire et annule le sort. Après le match, le corps de Kyle a disparu. Seika dit aux officiels qu'il l'a vaporisé, et il l'accepte. Il est déclaré champion et reçoit l'argent du prix, la récompense. En vérité, il a stocké le corps de Kyle dans son vide afin que Mabel puisse lui offrir une sépulture digne. Mabel le remercie et Seika transmet le dernier message de Kyle. Il était désolé d'avoir cassé son trèfle, son porte-bonheur. Nous voyons le souvenir. Enfant, elle aimait une épingle à cheveux en forme de trèfle et il l'a accidentellement cassée. Mabel pleure, dit au revoir à son frère et le laisse partir. Pour toujours. Mabel demande ce qui va lui arriver maintenant. Seika dit qu'elle peut retourner à l'académie et il s'occupera du reste. Ils expliquent les choses à Amu et Yifa. Seika omet la partie sur la fausse héroïne, volontairement. Amu arrête Mabel et exige une revanche. Mabel n'est pas d'humeur, mais Amu insiste. Cette fois, Amu utilise la magie, tranche l'épée de Mabel et révèle qu'elle peut désormais utiliser la magie de la gravité aussi. Elle dit à Mabel de ne pas la sous-estimer. Jamais. Maintenant nous sommes à égalité, dit Amu, heureuse d'avoir une vraie partenaire d'entraînement. Mabel a l'air confuse, puis hoche la tête, elles s'entendront bien. Tout le monde est retourné à l'académie et Seika rencontre la directrice immédiatement, sans tarder. Il dit qu'il a compris leur plan d'utiliser Mabel comme leur. La directrice dit que ce n'est pas tout à fait ça, elle l'a envoyée parce qu'elle voulait sauver Mabel. Elle l'a plainte, a vu un immense talent et avait besoin d'un moyen pour que Mabel perde sans mourir sans y laisser sa vie. Elle appelle Seika son atout. Seika demande ce qu'elle aurait fait s'il avait perdu. La directrice sourit et dit qu'elle a vécu assez longtemps pour sentir la force d'un seul coup d'œil. Seika se demande quel âge est assez longtemps. Elle le traite de malpoli, puis ajoute qu'elle a arrêté de compter après 300 ans, il y a bien longtemps. Elle promet que Mabel sera en sécurité à l'académie, mais dit à Seika de lui montrer les ficelles, car cette vie lui semblera complètement nouvelle, totalement différente de ce qu'elle a connu. Plus tard, Seika rencontre le groupe. Mabel a retrouvé ses cheveux naturels. Elle essaie de s'éclipser, mais Seika la rattrape. Elle se plaint qu'il est trop strict en tant que tuteur. Il lui rappelle qu'elle n'a toujours pas réussi l'examen d'entrée et qu'elle doit étudier. Mabel a les larmes aux yeux et implore de l'aide désespérément. Yifa dit doucement que Seika est en fait indulgent avec elle, ce qui laisse Mabel stupéfaite. Alors que les vacances d'été approchent, Amu demande ce que tout le monde fait. Seika dit qu'on lui a demandé d'enquêter sur un dragon dans le pays d'Astelia, une mission importante. Son père a reçu la demande mais est trop occupé, alors Seika y va à sa place. Amu demande à l'accompagner, Seika lui rappelle que ses parents l'attendent à la maison. Mabel dit qu'elle n'a pas de projet et veut se joindre aussi, mais Seika lui dit qu'elle doit rattraper ses cours, absolument. Il se tourne vers Yifa et lui demande de venir. Elle accepte sur le champ. Deux personnes entrent dans le hall, Cecilio, premier prince d'Astelia, et son serviteur elfe, Lys. Seika les salue, mais les yeux de Cecilio se posent directement sur Yifa, sans hésitation. Il lui demande aussitôt de rejoindre son harem et de devenir l'une de ses épouses. Tout le monde se fige. Yifa explique qu'elle est la servante de Seika. Le prince offre un prix très élevé pour elle et Seika en reste bouche bée, totalement stupéfait. Il y fait remarquer au prince qu'il est en train de faire une scène, alors il se retire dans une pièce privée. Là, il parle du dragon. La légende dit que la famille royale l'a jadis fait éclore d'un œuf. Le dragon a vécu aux côtés des humains pendant plus d'un siècle, mais ces derniers temps, il attaque étrangement les champs et même le bétail. Cecilio demande à Seika de découvrir ce qui cloche. Puis il se tourne vers Yifa et Lys doit le pousser à se tenir correctement. Après la réunion, Amu et Mabel assaillent Seika de questions. Elles sont inquiètes. Yifa sera livrée au prince. Seika dit que ce pourrait être une bonne chance pour elle si elle le voulait vraiment. Elles insistent toutes les deux, elles ne voudraient jamais ça et lui disent de ne même pas le suggérer. Seika semble confus, il ne veut pas bloquer son avenir si elle est intéressée. 2 jours plus tard, Seika et Yifa rejoignent la caravane du prince vers Astelia. Le voyage malmène Seika qui souffre du mal des transports. Ils discutent de la joie de voir enfin un vrai dragon. Yifa mentionne que le prince lui a demandé de voyager avec lui,
elle pense qu'il plaisantait à propos du harem, mais elle est un peu flattée. 9 jours plus tard, ils atteignent la capitale d'Estelius. C'est magnifique, mais Cecilio dit que le comportement du dragon fait vivre les gens dans la peur et le commerce en souffre. Une ombre traverse le ciel, le dragon vole au-dessus de leur tête. Seika remarque à quel point il est énorme. Soudain, il plonge, frôlant leur position. Quelqu'un entonne un chant, un tigre de la Varde est invoqué et bondit sur le dragon, le manquant de peu. Le dragon s'écarte, le tigre se tourne alors vers Yifa et charge. Seika lance un sort et l'arrête juste à temps, mais la chaleur du tigre fait fondre la rue. Seika se précipite, prêt à l'effacer, puis des chaînes se tendent et la bête est maîtrisée. Un homme s'avance, Zect, un invocateur. Il réprimande le tigre pour s'être déchaîné et le scelle de nouveau dans son livre. Le prince accourt, furieux que Zek ait failli blesser ses invités. Zik dit qu'il essayait juste de chasser le dragon, il volait plus bas et attaquait même les gens. Seika demande quel est son problème. Le prince explique, Zek dirige une bande de mercenaires qu'il a engagée. Seika regarde Zect et demande comment un gamin compte aider. Zect rétorque pourquoi engager des mercenaires pour ça. Le prince admet qu'il prévoit de chasser le dragon pour mettre fin à la crise. Zect lui dit de reconsidérer, un tigre de lave ne peut pas tuer un dragon. Zek rit et prétend avoir déjà tué des dragons. L'argumentation s'échauffe et le prince y met fin, il renvoie Zek et réprimande Seika pour l'avoir provoqué. Seika s'excuse, disant qu'il a craqué parce que Yifa était en danger. Puis il demande si la reine a approuvé la chasse au dragon, puisque le dragon est le symbole du pays. Cecilio dit que la décision lui appartient seule et rappelle à Seika de se souvenir de sa place. Seika se tourne vers Yifa et lui demande pourquoi elle n'a pas utilisé de magie pour se protéger. Yifa dit qu'elle a eu peur et s'est figée. Seika la réprimande, il ne sera pas toujours là. Alors elle doit se défendre. Il se demande même si c'était une erreur de l'amener, et des larmes montent à ses yeux. Le prince essaie de le calmer, disant qu'il est normal d'avoir peur devant une telle créature. Seika dit que c'est entre eux, et dit à Yifa que si elle ne peut pas se battre, elle doit au moins courir ou appeler à l'aide. De retour à la calèche, il se sent mal d'avoir été si dur, mais se souvient d'un ami qui s'était figé et avait été dévoré par un dragon. Il refuse que cela arrive à Yifa. Le lendemain, ils vont à la bibliothèque pour étudier l'histoire des dragons. Seika trouve un cas datant de quelques centaines d'années. La reine a fait éclore un dragon d'un œuf. Il a vécu avec les gens. Puis un autre dragon est arrivé, et le couple a vécu ensemble dans la montagne. Après 50 ans, les dragons sont devenus hostiles parce qu'ils avaient eu un bébé. Le jeune a ensuite quitté le nid une fois adulte. 50 autres années se sont écoulées et la femelle est morte de vieillesse. C'était il y a un siècle, Yifa dit que la situation actuelle est qu'il ne devrait y avoir qu'un seul dragon mâle, donc il ne peut pas s'agir de protéger des jeunes. Seika décide qu'ils devraient escalader la montagne et voir par eux-mêmes. Yifa dit que c'est trop dangereux, Seika répond qu'il peut s'échapper si nécessaire. Cette nuit-là, Yifa vient dans sa chambre. Elle dit que le prince l'a appelée et elle ne sait pas quoi faire. Seika lui dit qu'elle n'a pas à y aller et l'invite à rester dans sa chambre. Il lui offre le lit, elle dit qu'il y a de la place pour deux. Allongée là, Seika lui demande ce qu'elle pense du prince. Et si elle a considéré son offre. Elle pense qu'il essaie de se débarrasser d'elle et il s'excuse à nouveau pour la façon dont il a parlé la veille. Il dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Elle demande pourquoi en parler alors. Il dit que ce pourrait être une bonne opportunité pour elle et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Yifa demande doucement comment il se sentirait si elle partait. Seika dit qu'il se sentirait seul mais qu'il l'accepterait si c'est ce qu'elle veut. Yifa dit qu'elle y réfléchira mais on voit des larmes dans ses yeux. Le matin, Yifa est déjà partie quand Yuki arrive. Elle se sent mal pour Yifa et rappelle à Seika que Yifa est clairement amoureuse de lui. Seika balaye ça d'un revers de main, disant qu'ils ne sont que des amis d'enfance, mais Yuki peut dire que les sentiments de Yifa ont toujours été réels. Seika va confronter le prince à propos de sa poursuite d'Yifa. Il demande pourquoi Cecilio insiste, et le prince répond qu'il aime à la fois son apparence et son intelligence. Il demande à racheter Yifa, mais Seika refuse. Pourtant, il ajoute que si Yifa le veut vraiment, il ne s'opposera pas à elle. Puis Seika dit qu'il se dirige vers la montagne pour vérifier le dragon. Le prince réalise que cela signifie que Seika sera partie pendant des jours et pense discrètement que c'est la fenêtre parfaite pour faire une approche sur Yifa. Seika dit au revoir à Yifa et commence l'ascension. De retour au palais, Yifa retourne dans sa chambre et rencontre Lise. Lise parle de la richesse en mana de cette terre et dit qu'elle peut voir des esprits se rassembler autour d'Yifa. Elle suggère qu'Yifa a du sang elfique, ce qui l'expliquerait, et l'incite à rejoindre le harem du prince. Yifa ne pense qu'à Seika. Lee lui demande si elle est heureuse en tant qu'esclave et dit qu'Yifa a dû sentir que Seika est étrange, que les esprits l'évitent comme il fuit les démons. Yifa insiste, Seika est humain, ils ont grandi ensemble. Lee souligne que Yifa n'a jamais rencontré la mère de Seika, elle aurait pu être un démon. Yifa choisit toujours de lui faire confiance.
Lee lui montre ensuite le harem, qui n'est pas du tout un lieu de plaisir, c'est plutôt une école, formant de jeunes femmes à devenir les futurs leaders et fonctionnaires du royaume. Elle explique que la mère du prince est l'actuel monarque, très aimé. Cecilio est sous pression pour être à la hauteur. Alors il essaie de faire ses preuves en résolvant la crise du dragon et en choisissant une épouse. Lee le connaît depuis la naissance et garantit que c'est une bonne personne, espérant qu'Ifa restera à ses côtés. Pendant ce temps, Saika atteint la montagne et trouve le dragon. Il crache du feu. Saika le bloque avec une barrière. Le dragon décolle et plonge. Saika s'échappe avec un talisman de téléportation, ouvre une porte et appelle un démon qui pousse un cri si puissant que le dragon tombe à genoux. Saika lance un filet ignifuge et le lie. Yuki demande pourquoi il n'a pas commencé par ça. Saika dit que le lier en plein vol aurait pu blesser le dragon s'il s'était écrasé. Il vérifie le nid et découvre un œuf. C'est étrange, puisque ce dragon devrait être mâle. Mais Saika explique que certaines créatures peuvent changer de sexe et même se reproduire seules. Il réchauffe soigneusement l'œuf et réalise que les vieilles légendes sur la famille royale faisant éclore un dragon étaient probablement vraies. Il maintient la chaleur constante, devinant que le dragon est devenu agressif parce qu'il luttait pour garder l'œuf au chaud. Maintenant qu'il comprend la cause, il pense qu'il est temps de rentrer, sauf que le dragon veut clairement qu'il reste et aide. De retour en ville, Yifa est amené au prince. Un homme nommé Grunt l'examine comme un spécimen, son passé, son éducation, sa magie, et fixe un prix pour sa valeur. Cecilio accepte et vérifie avec son aide. Yifa n'a aucune idée de ce qu'ils discutent jusqu'à ce que le prince sorte un lourd sac d'or et dise qu'elle va être libérée. Yifa dit que Seika devrait approuver. Le prince répond qu'il paie tellement que Seika ne peut refuser et insinue même qu'il abolirait l'esclavage si c'était ce qu'il fallait pour forcer la vente. Yifa refuse quand même. Le prince demande pourquoi elle choisirait de rester esclave. Yifa répond que même en tant qu'esclave, elle peut toujours choisir qui servir et ce qu'elle fait. L'aide revient avec des papiers et dit qu'ils n'ont besoin que de l'empreinte digitale d'Yifa. Cecilio hésite, mais l'homme lui dit qu'Yifa comprendra plus tard que c'était le mieux pour elle. Des gardes attrapent Yifa. Elle prépare un sort, mais Lisei lève une barrière et le bloque, tranche le doigt d'Yifa pour l'empreinte, et à cet instant, le dragon arrive, brisant la barrière. Saika apparaît avec lui et s'excuse pour l'entrée dramatique. Il explique rapidement la situation de l'œuf et dit qu'il a besoin d'un utilisateur de feu pour aider à le garder au chaud. Il aperçoit Yifa et l'appelle à l'aide. Lee la prévient de ne pas y aller, mais Yifa finit par dire à voix haute qu'elle aime Seika et ils s'envolent ensemble. Quand ils atteignent le nid, un tigre de lave les prend soudainement en embuscade. Saika l'arrête et appelle Zect hors de sa cachette. Zect et ses hommes sortent de l'ombre. Saika réalise qu'ils utilisaient le prince pour obtenir l'œuf du dragon. Démasqué, Zect décide d'éliminer Saika. Il ordonne au tigre d'attaquer, mais un geyser éclate et le repousse. Saika est impressionné. Yifa refuse de se figer comme la dernière fois. Le tigre bondit à nouveau et les hommes de Zect se précipitent, mais Saika déchaîne l'inferno blanc. Une explosion massive de flammes pâles qui vaporise le tigre sur le champ. Zect, ébranlé, exige de savoir qui est Seika. Seika dit simplement qu'il est le mage le plus puissant. Le dragon plane, les hommes de Zect paniquent et fuient, et Seika les piège tous avec des lianes. Yifa réduit le grimoire de Zect en cendres, Seika la félicite, surpris et fier qu'elle ait même appris la magie de l'eau, et lui tapote doucement la tête. Ils font leur rapport au prince. Seika explique la tromperie de Zect, et Cecilio fait emprisonner les mercenaires. Seika poursuit, le dragon est devenu violent à cause de l'œuf. Si la famille royale aide à l'éclosion, le dragon reverra les gens comme sa famille et protégera la terre comme avant. Le prince n'aime pas ça. Il dit que cela paraîtra faible et ne satisfera pas la cour impériale. Il dit à Seika de tuer le dragon à la place, seul dans le nid. Il pourrait simplement l'empoisonner. Seika n'en croit pas ses oreilles. Cecilio insiste qu'il doit le faire pour prouver qu'il est digne d'être roi. Seika refuse. Le prince appelle les gardes et accuse Seika d'influencer magiquement le dragon. Il se tourne vers Yifa et déclare qu'elle est libre maintenant et que Seika est dangereux. Seika intervient, le tempérament enflammé, et réprimande le prince, le traitant d'enfant et disant qu'il ne livrera jamais Yifa. Il s'inquiète d'être allé trop loin jusqu'à ce que Lisri dise aux gardes de se retirer et demande à Yifa ce qu'elle veut. Yifa refuse l'offre à nouveau. Elle veut seulement retourner à l'académie avec Seika. Lys dit à Cecilio d'abandonner, s'excuse auprès de Seika, et Seika s'excuse aussi d'avoir craqué. Lee prend Yifa à part pour un moment privé. Elle voit qu'Yifa ne bougera pas, alors elle serre la main d'Yifa et lui offre quelques esprits de lumière. De rares esprits qui peuvent être utilisés pour la guérison. Yifa dit que Lys est comme la princesse elfe de ses livres d'histoire. Lee sourit et lui souhaite bonne chance. Sur le chemin du retour, Seika demande quel genre de garçon Yifa aime. Elle décrit quelqu'un d'intelligent, fort, gentil et un peu solitaire. Seika dit qu'elle est trop difficile et pourrait ne pas trouver un homme comme ça. Yifa cache un sourire et dit que ce ne sera pas si difficile. Ailleurs, loin de l'académie, un groupe de démons déchire une meute de monstres.
Leurs pouvoirs sont terrifiants, ils déchiquettent les créatures comme du papier. Ils encerclent un homme stupéfait que son piège à monstre ait été brisé si facilement. Leur chef lui dit de les guider. L'homme refuse, il joue sa carte maîtresse, un cyclope ancien et imposant. Le chef démon s'avance lui-même. Le cyclope frappe, le chef brise l'arme. Le monstre tire un rayon de son œil. Le chef le bloque, puis abat le cyclope. Les autres démons sont impressionnés. Ils achèvent le dresseur et continuent. Leur objectif est clair, trouver le héros, c'est le tuer. À l'académie, Seika dit à Amu qu'il veut qu'elle rencontre sa famille. Elle se fige et Ifa suppose instantanément qu'il choisit Amu romantiquement. Seika écarte l'idée. Il rentre chez lui pour les vacances et son père veut rencontrer le mage qui peut utiliser tous les éléments. Amu se détend et accepte de visiter. Seika invite également Mabel à venir. Plus tard, quand il est seul avec Yuki, nous apprenons qu'il n'est pas ravi de rentrer, mais il y a quelqu'un d'autre qui veut vraiment les voir. Ils arrivent et sont accueillis par son frère aîné, Luft. Seika présente Yifa, Amu et Mabel. Le père d'Ifa, Hadis, apparaît aussi et est soulagé de voir sa fille en sécurité. Puis Gray apparaît. Seika craint que Gray le déteste toujours pour avoir pris sa place à l'académie, mais Gray le remercie, en fait il est content d'avoir rejoint l'armée à la place. Pourtant l'ancienne humiliation brûle et il exige un duel avec Seika. Amu s'avance pour combattre en premier et Seika dit que si Gray gagne, il le défiera ensuite. Le match commence, Amu se précipite et tente un coup fatal. Gray marmonne un sort rapide, ce qui la déstabilise et il la désarme. Elle se plaint qu'il a triché avec la magie, mais Gray sourit, il n'a rien lancé en fait. Gray se tourne vers Seika, mais avant qu'ils ne puissent s'affronter, la princesse Fiona arrive. Gray est son chevalier, elle dit calmement qu'il perdrait contre Seika, et Gray recule. Tout le monde est choqué de le voir écouter qui que ce soit. Seika apprend que Fiona est appelée la princesse sacrée, pas un rang officiel, mais elle est l'enfant de l'empereur et une prêtresse. Elle porte donc les deux lignées. Amu demande pourquoi une princesse sacrée est ici. Fiona dit qu'elle voulait rencontrer Amu parce qu'elle ressemble exactement au héros des légendes. Fiona se souvient d'une vision que sa mère a eue et dit qu'elle restera quelques jours puis retournera à la capitale. Elle veut qu'il voyage avec elle. Après son départ, Amu demande à Seika comment il savait qu'elle apparaîtrait. Il se contente de sourire. Dans son bureau, le père de Seika dit à Atas de parler ouvertement. Est-il en colère que Yifa ait été envoyé à l'académie? Ata dit qu'il est plus contrarié qu'elle serve Seika parce qu'il trouve l'aura de Seika effrayante. Le père de Seika répond que Seika a très bien réussi à l'école. Au dîner, la princesse aborde au hasard la réincarnation. Seika change vite de sujet, son père Lou l'enquête sur le dragon, et sa mère lui demande gentiment d'écrire plus souvent. Seika est stupéfait, elle l'a ignoré pendant la majeure partie de sa vie. Cette nuit-là, Amu passe dans la chambre de Seika juste pour traîner. Elle demande ce qu'il fera après avoir obtenu son diplôme. Elle retournera probablement à l'aventure. Seika se souvient de la promesse qu'il a faite quand ils étaient piégés dans ce donjon. Il partirait à l'aventure avec elle, il dit qu'il prévoit de devenir aventurier aussi. Amu est surprise. Il a pris cette promesse si sérieusement et est heureuse qu'ils restent ensemble. Le lendemain, Seika fait visiter la ville à la princesse. Gray lui rappelle que le reste des chevaliers est resté en arrière. Ils doivent donc assurer la sécurité de Fiona. Fiona entrelace ses doigts dans la main de Seika pour ne pas se perdre. Quand il flâne au marché en goûtant des collations, il commence à attirer la foule. Alors qu'il passe devant un chantier, une pile de rondins glisse. Gray lance un sort de vent pour les disperser et Amu lève un bouclier de golem qui bloque les débris. Seika les remercie, mais la princesse le réprimande de ne pas avoir agi plus tôt. Pour égayer l'ambiance, Seika lui achète un petit cadeau et l'aide à l'épingler. Elle demande comment ça lui va, il lance un sort rapide et crée un miroir dans l'air. Gray marmonne que la magie de Seika est étrange, mais Fiona rayonne devant son reflet. Plus tard, Seika trouve Gray s'entraînant dur. Il admet qu'il comprend maintenant pourquoi la princesse a choisi Gray comme son chevalier. Gray dit que ce n'était pas une question de compétence, c'était pour une autre raison. Il révèle que la princesse peut voir l'avenir. Seika lève un sourcil. Gray ajoute que la mère de Fiona était une oracle qui a prédit le héros et le roi démon. Quand Seika demande pourquoi lui dire ça, Gray le prévient « Ne te mets pas en travers de son chemin ». Le lendemain matin, la princesse cherche Seika, mais en utilisant des talismans en papier, il l'évite facilement. Yuki se demande comment fonctionne la prescience de Fiona. Seika dit que ce n'est rien comme sa divination. La divination utilise des informations et des outils pour entrevoir des possibilités. La vision de Fiona est différente, plus nette, plus étrange. Alors qu'Amu passe, Seika sort des buissons et la fait sursauter. Elle vient de perdre à nouveau contre Gray, ce que Seika trouve étrange par la puissance brute. Elle devrait le battre. Amu jette un coup d'œil à la demeure et dit que la princesse a l'air seule, jouant aux échecs toute seule. Seika va rejoindre Fiona. Personne d'autre ne veut la défier, alors elle lui demande s'il connaît les échecs. Seika dit qu'il est débutant, elle lui donne un handicap, ne se laissant que des pions. Il pense que ce sera à sens unique, mais elle propose un pari.
Le gagnant peut demander n'importe quoi au perdant. Saika hésite, elle ajoute qu'il peut refuser si c'est trop. Il accepte et il commence. Pendant qu'il joue, elle demande quelle pièce il pense être la plus forte. Saika répond « Ce sont les joueurs invisibles qui contrôlent tout depuis l'ombre ». Fiona dit que la plupart des gens nommeraient le roi ou les chevaliers dragons, mais les pièces les plus fortes ne sont pas du tout sur l'échiquier. Ce sont les masses, le peuple du pays. Elle n'a jamais eu le roi ou les chevaliers de son côté, alors elle a gagné la foule à la place et elle est confiante qu'elle gagnera. Saika demande si c'est quelque chose qu'elle a vu. Elle est surprise qu'il connaisse sa vision. Il abandonne le match et avant qu'elle ne puisse se vanter, lui demande son véritable objectif. Elle dit qu'elle veut sauver les gens. Elle dépeint une image, des enfants jouant près d'un trou profond. Ils ne voient pas le danger et un jour, ils tomberont. Elle veut l'arrêter mais ses visions ne donnent pas de détails parfaits. Si elle pousse trop fort, l'avenir change. En entendant cela, Seika accepte d'aider de toutes les manières possibles. Il est temps de retourner à la capitale. Luft les raccompagne à la porte. Mabel soupire qu'elle venait juste de s'habituer à se détendre et souhaite pouvoir rester plus longtemps. Saika tapote la pile de manuels dans son sac et lui rappelle qu'elle doit rattraper son retard. Elle fait la moue, puis rit, et le groupe repart. Saika roule avec Gray et la princesse, car cette calèche secoue le moins. Gray est surpris que Seika ait une faiblesse si basique et Seika garde juste un œil sur toute la caravane depuis la fenêtre. Une explosion soudaine déchire la route, mais elle ne touche qu'un chariot de diversion. Seika saute et voit des bandits encercler la ligne de carrosse. Leur chef ordonne aux hommes de tout fouiller et dit aux archers de tirer sur Seika à vue. Seika lève calmement une main et appelle un nuage magnétique qui dévie chaque flèche comme si elles étaient faites de jouets. Les bandits passent à la magie, Seika lève une barrière et leur sort éclabousse comme de la pluie sur du verre. Gray et les autres chevaliers chargent, et la princesse crie qu'elle veut qu'il soit pris vivant. Seika répond en balayant la route avec des lianes qui s'enroulent autour des chevilles et des poignets en un clin d'œil, épinglant toute la bande face contre terre. Il rejoint les autres. Tout le monde se demande pourquoi des bandits ont été assez stupides pour attaquer un groupe avec des chevaliers et des gardes, et ce qu'ils sont censés faire avec autant de prisonniers. Un messager appelle Seika auprès de la princesse. Elle le remercie d'avoir agi vite. Seika demande si elle sait qui les a envoyés. Elle hausse les épaules, elle a trop d'ennemis pour deviner. Il demande ce qu'elle compte faire des captifs. Elle dit qu'elle s'attendait déjà à quelque chose comme ça et a préparé des carrosses supplémentaires pour les ramener à la capitale pour interrogatoire. Seika souligne que déplacer des bandits sur des routes ouvertes est risqué s'ils reçoivent de l'aide. La princesse dit que les bandits se comporteront parce qu'ils attendent des renforts. Seika dit que cela les rend plus dangereux. Elle sourit et dit que les renforts ne viendront pas, donc il n'y a pas de problème. Ils atteignent la capitale en toute sécurité et se séparent à la porte. La princesse remercie Seika de l'avoir escortée et lui rappelle qu'elle sera toujours de son côté. Ailleurs, l'autre équipe de bandits rencontre une escouade de démons et est complètement anéantie. Les démons continuent de marcher vers la ville, bien décidés à achever leur mission, tuer le héros. De retour à l'académie, la directrice demande à Seika de prononcer le discours de bienvenue pour les nouveaux élèves. Elle affirme que c'est un grand honneur, même si elle sait qu'il ne se soucie guère de ses distinctions. Seika accepte malgré tout. Yuki s'inquiète que cela n'attire l'attention sur lui. Seika assure que tout ira bien et se demande s'il ne s'est pas trop caché depuis que sa dernière vie s'est terminée de cette façon tragique. Il ne regrette pas d'être devenu ami avec les filles et il se dit que ce n'est pas grave de se faire un peu remarquer. Yuki lui demande s'il compte affronter le danger qu'elle perçoit. Seika répond que ce sera facile et que personne ne saura même que c'était lui. Hors des murs, le groupe de démons apparaît. Leur chef, Solnam, inspecte la zone, pas d'escouade de la garde impériale, pas d'aventuriers de haut rang. Un silence presque trop parfait. Quelque chose le met toujours mal à l'aise. Il explique le plan, se séparer, pousser tous les étudiants vers le bâtiment central, puis massacrer tout le monde et semer le chaos jusqu'à ce que le héros se montre. Il promet le succès et leur dit qu'ils se regrouperont plus tard, les démons sont confiants et se téléportent dans la ville. Mais au moment où ils arrivent, ils sont engloutis par une brume rouge flottante. Le démon Ganus repère un groupe d'étudiants et lance des flammes, mais en s'approchant, quelque chose chez les étudiants lui semble étrange. La sorcière Pyrosralia et le dompteur de bêtes Roni avancent à travers la brume, se vantant de la force qu'ils ont acquise sous Sultan. Un étudiant passe en courant, Rani lâche ses loups pour le poursuivre et l'abattre. Ils disparaissent dans le brouillard rouge. Le temps passe, Rani fronce les sourcils et les siffle pour les faire revenir, ses loups reviennent, portant quelque chose qui n'est absolument pas un étudiant. Plus profondément dans la brume, le roi Ogre Mutarev erre dans des rues désertes et grommelle qu'il n'a pas vu une seule personne réelle. Un coup jaillit de côté. Mabel atterrit, hache prête. Elle l'accuse de travailler pour les marchands, il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Ils s'affrontent. Coup pour coup, le sol craque. Nudarev admet qu'elle est meilleure qu'il ne l'espérait, maniant cette hache massive comme si elle était légère comme une brindille. Il la repousse d'un coup de massue. Elle fouette, des dagues en plein vol, il bloque avec son bras.
Elle déclenche sa magie et l'enveloppe de liens sombres, mais Mudarev se libère instantanément, grognant qu'il résiste à toute magie. Il se précipite et abat sa massue, mais Mabel a d'une manière ou d'une autre disparu. Solnem réapparaît dans une cour étroite qui ne figurait pas sur la carte. Ganis arrive d'une autre direction et dit que ce n'est pas leur point de rendez-vous. Un par un, les autres arrivent, tous affirmant avoir été conduits ici. Ils échangent des informations et sortent des talismans en papier, chacun ayant trouvé les mêmes étranges feuillets éparpillés. Somnem décide que quelque chose ne va vraiment pas et ordonne la retraite. C'est alors que Seika sort de la brume et leur révèle la vérité. Chaque étudiant qu'ils ont poursuivi était l'un de ses Shikigami, tous, sauf la Mabel que Muterev a combattue. Muterev rit, ravi d'affronter un adversaire digne de ce nom. Il lève sa massue, puis sa tête tombe avant que le coup ne soit terminé. Seika agite un talisman, murmurant que la résistance de Mutarev aux malédictions était bien trop faible. Solnim se fige, Pirisraya hurle et se jette en avant, son troisième œil flamboyant alors qu'elle tente de transformer Seika en pierre. Ça ne marche pas. Seika ouvre une porte et appelle un serpent colossal. Il possède un troisième œil. Au moment où il se concentre sur elle, le cœur de Pirisraya s'arrête et elle s'effondre comme une marionnette dont les fils ont été coupés. Le serpent de Roni jaillit du sol, claquant, mais ce n'est rien comparé à la bête de Seika. Roni tente d'apprivoiser le serpent géant, les mains tendues, la voix douce, l'appelant à guérir. Solnam lui crie de courir. Trop tard. Le serpent le dévore en une seule bouchée. Seika secoue la tête, disant que c'était inutile. Ce monstre hait les humains trop profondément pour être apprivoisé. Solnam fixe, anéanti. Utilisant sa vision spéciale, il lit l'aura de Seika et comprend enfin cette puissance, cette profondeur. Seika est le véritable roi démon. Il dit à Ganus de se téléporter et d'avertir leurs alliés, pendant qu'ils gagnent du temps. Il réalise aussi que Seika se bat pour protéger Amu, et cette pensée le brise. Le roi démon a choisi le camp des humains. Somnom rassemble tout ce qu'il a et prépare une attaque finale. Seika libère une déferlante de puissance qui l'écrase comme du papier. La poussière s'élève. Quand elle se dissipe, Salmim est à terre et il semble que Ganis ait réussi à s'échapper. Hors de la ville, Ganis trébuche à travers les broussailles. Allaitant que Seika, le roi démon, ne peut pas être réel, un lapin fait bruisser un buisson et il sursaute. Le soulagement ne dure qu'un battement de cœur. Une douleur aiguë éclot dans sa poitrine. Il regarde un sceau maudit le transpercer et ne comprend pas comment il l'a atteint. Nous voyons la vérité. Encore une autre des malédictions de Seika attendait, silencieuse et patiente. Même Yuki est un peu secoué par la puissance écrasante qu'il déploie. Mabel arrive en courant, inquiète que Mutarev n'attaque quelqu'un d'autre. Seika lui dit de se détendre, que c'est réglé et lui demande de garder le silence sur cette nuit. Plus tard, les étudiants organisent un autre grand festin et Seika continue de se demander quoi dire dans son discours de bienvenue. Il demande à Amu comment elle avait géré le sien auparavant et elle lui rappelle qu'il avait été interrompu par des démons. Si ça n'avait pas été le cas, elle dit qu'elle aurait parlé de tout le monde devenant plus fort ensemble et de la formation d'une véritable équipe. Seika se dirige vers la scène mais une escouade de chevaliers fait irruption et demande Amu par son nom. Elle s'avance calme et ils disent qu'elle est en état d'arrestation pour crime contre l'Empire, affirmant qu'elle a tué un émissaire démon. Amu semble totalement confuse, elle n'en a même jamais rencontré un. Les chevaliers la menottent quand même. Mabel déplace son poids comme si elle était sur le point de frapper, mais Seika lui dit de se calmer. Amu est innocente, nous ne paniquerons pas, dit-il, et il regarde Amu être emmené. Après cela, Seika rencontre la directrice. Ils savent tous deux que l'Empire monte un coup contre Amu. Seika ne comprend pas pourquoi l'Empire voudrait écarter le héros de l'échiquier. La directrice dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut et avertit Seika de ne rien faire d'imprudent. Il hoche la tête, mais ses yeux disent autre chose. En quittant le bureau, Seika dit à Ifa et Mabel de ne pas s'inquiéter. La directrice s'en occupe, elle devrait donc lui faire confiance. Cette nuit-là, Seika se glisse dehors et invoque son dragon. Il déteste toujours recevoir des ordres de lui dans ce nouveau corps, alors il le force à le reconnaître comme son maître. Yuki apparaît et le supplie de ne pas y aller. Elle dit que s'il utilise toute sa puissance pour écraser ce problème, le pays pourrait le considérer comme une menace. Et il pourrait mourir de la même manière qu'avant. La mâchoire de Seika se crispe. Quiconque se met en travers de mon chemin sera effacé, dit-il. Yuki entend la colère de sa vie passée, bouillonnant, et le supplie de reconsidérer. Il s'emporte, lui dit de se souvenir qu'elle est son familier, et ordonne au dragon de voler vers la capitale. Dans sa cellule, Amu est assise seule, pensant à ses amis et espérant revoir Seika. Des pas s'arrêtent devant sa porte. Quelqu'un lui rend visite dans l'obscurité. Au-dessus de la ville, Seika chevauche le dragon à travers des nuages de talismans qu'il disperse comme des feuilles lumineuses. Il se déploie en yeux et en oreilles, l'aidant à scanner pour Amu. Il atterrit dans l'enceinte du château, peu impressionné par les maigres patrouilles jusqu'à ce qu'un garde le repère et siffle. Des archers envahissent les murs et tirent. Seika lève un nuage magnétique et la volée entière dévie comme la pluie frappant un toit. D'autres flèches volent, alors il répond en laissant 2 rochers s'écraser, divisant la formation.
Des soldats se déversent dans la cour et lui crient de se rendre. Il les avertit de bouger ou d'être épargnés s'ils obéissent. Il tire des flèches enflammées, il s'écarte d'un bond, agite une main, et une vague d'enfer blanc efface la première ligne. Il continue d'arriver, Saïka ouvre une petite porte, et un démon rapide jaillit, traversant les rangs en un clin d'œil. Les autres se précipitent, Saïka les repousse avec des flammes et continue d'avancer, pièce après pièce, porte après porte. Enfin, il atteint la cellule d'Amu. La porte s'effrite sous son toucher. « Je suis là », dit-il, et entre. La première pensée d'Amu est pour lui. S'il l'a fait évader, l'Empire ne le marquera-t-il pas à jamais? Saïka dit que sa vie est en jeu. Elle argumente « Ils vont blanchir son nom ». Il secoue la tête. « Il y a plus. Tu es le héros. » Amu cligne des yeux. « Quoi ?» Saïka explique. Tous les quelques centaines d'années, le héros et le roi démon sont réincarnés. Elle est l'actuel héros, et l'Empire essaie de l'effacer avant que le titre ne puisse avoir de l'importance. Les bottes raclent la coque. Grey apparaît en premier, la main sur sa lame. Saïka mentionne qu'il doit toujours un duel à Grey, mais la princesse Fiona entre en scène et dit qu'elle veut juste parler. Saïka jette un coup d'œil derrière elle, il sent des soldats à l'extérieur, puis il la regarde à nouveau. Elle sait qu'il ne tiendrait pas 3 souffles contre lui. Il demande pourquoi elle essaie de tuer Amu alors que les démons devraient être le véritable ennemi. La princesse répond calmement. Il y a longtemps, le héros a sauvé le royaume des démons, mais à cette époque, l'Empire et les démons ont tous deux des armées. Aucune des deux parties ne peut gagner purement et simplement. Les idées de héros et de roi démon sont de vieux outils qui ne font désormais que déclencher des guerres. Éliminer le héros empêche l'étincelle qui pourrait tout embraser. Même les démons, dit-elle, essayaient d'écarter Amu non pas pour gagner du pouvoir, mais pour éviter une nouvelle guerre. Saïka regarde Amu, puis revient vers Fiona. Devrait-il laisser Amu être sacrifié pour la paix? La princesse jure qu'elle essaie de sauver Amu discrètement. Elle demande à Saïka de se retirer. Il ne sera pas puni pour cette nuit, et elle fera tout son possible pour qu'Amu soit en sécurité et libre. Les yeux de Saïka se plissent. Il réalise qu'elle l'a manipulé depuis le moment où ils se sont rencontrés. Le poussant et le guidant comme un joueur d'échecs, elle lui rappelle qu'il a promis d'obéir à son ordre après avoir perdu aux échecs. Il secoue la tête. Il ne misera pas la vie d'Amu sur des promesses auxquelles il ne fait plus confiance. Sans autre option, la princesse les fait escorter hors du palais et leur montre une calèche qui attend. « Allez à la ville libre de la Cana », dit-elle. Alors qu'il monte, Amu la remercie pour la cape qu'elle porte. La princesse la lui avait glissée lors de cette visite tardive dans le sud. Saïka marque une pause, honteux, il a rompu sa parole. Il se retourne vers les murs du palais, prend une profonde inspiration et ouvre des dizaines de portes. Une tempête de talismans s'en déverse et tisse un champ lumineux au-dessus de la ville. Un par un, ceux qu'il a tués cette nuit respirent à nouveau, ramenés du bord par son art. La princesse regarde, choquée. Elle avait préparé une histoire de couverture sur une attaque de monstres pour cacher les pertes. Et maintenant, il vient de tout annuler. Saïka s'excuse, son intention était bonne, même si cela a ruiné son plan. Saïka et Amu chevauchent à travers la nuit. Ils pensent à Mabel et Ifa, probablement mortes d'inquiétude. Amu soupire que d'abandonner si près de la remise des diplômes fait mal, mais ensuite elle sourit. Ils peuvent enfin partir à l'aventure comme ils l'avaient promis. De retour à la capitale, la princesse rédige une lettre à Mabel et Ifa expliquant ce qui s'est passé et où le duo se dirige. Quelques jours plus tard, lorsque Saïka et Amu atteignent les portes de la ville libre, il y a une foule et beaucoup de bruit. Ils se frayent un chemin et les voilà, Mabel et Ifa, attendant avec des visages anxieux qui se transforment en d'énormes sourires. Les 4 se jettent dans une étreinte, le poids de la faiblesse se levant d'un coup. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Regardez la vidéo suivante et je reviendrai avec une nouvelle